Bonjour tout le monde. Bonjour, chers panélistes. Welcome this morning. So, sovereignty and cloud services. We all have different views about cloud. Some people want to go to the cloud. Some people are pessimistic. Some people are really moving all their operations into the cloud. So we have this existential questions. So when we think we have increasing adoption of cloud services, lots of concerns arise regarding the location, the control of data that is stored in the cloud. The use of sovereign cloud services can sometimes limit the provider options indeed, leading to reliance on a single provider and long-term migration or interoperability challenges. So if we want to focus on the word sovereignty, the best person or the person with the most years in service is Alain. Alain led many functions internationally, globally, and now sits as the director of an association of CISOs in France. And it has private CISOs, it has CISOs from the public administration, and they are like a think tank. I would like to start with you, Alain. Can you guide us and give us some sanity regarding the term sovereignty? Alors, bonjour à tous, vaste débat. Oui, donc je m'appelle Alain Bouillet, je suis le directeur général du CESIN, qui est un club de CISO francophone, hein, puisqu'on accueille bien évidemment nos amis québécois au sein de ce club. L'idée, c'est de partager nos réflexions, nos expériences entre, alors aujourd'hui 1200 membres, donc ça fait du monde, mais on arrive à créer des communautés pour justement pouvoir vraiment partager ce qui nous concerne à ce moment. Alors le terme souveraineté, c'est un terme un petit peu, je dirais, galvaudé. Je ne sais pas si ça va être facile à traduire pour les traducteurs, mais la souveraineté, quand on regarde la définition, c'est lié à un État. Alors déjà, si on commence à parler de souveraineté au Québec, souveraineté en France, souveraineté en Belgique, souveraineté en Allemagne, d'abord en Europe, on a 27 pays, il n'y a pas un seul pays qui est d'accord sur une définition de ce que c'est la souveraineté. Donc on commence assez mal. Donc nous, en France, on préfère parler de confiance, c'est-à-dire d'avoir des solutions dans lesquelles on puisse avoir confiance. Alors évidemment, mon propos ne concerne pas toutes les entreprises. 80% des entreprises françaises et européennes n'ont pas de problème de données stratégiques ou de données très confidentielles et ne se posent pas cette question. Mais il reste néanmoins, on le verra tout à l'heure dans les chiffres que je vous proposerai, on a fait un sondage au CESIN, on a demandé à nos membres combien, en pourcentage, combien de données de vos entreprises étaient dans des clouds. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, cette question de souveraineté, elle est quand même très arrimée au cloud. Hein. On a parlé de souveraineté, évidemment, numérique pour plein de sujets, mais le vrai sujet qui s'est posé, c'est la souveraineté par rapport au cloud et par rapport aux données qu'on y stocke. Alors, effectivement, si on parle de... Je reviens à cette notion de confiance. Les chiffres que nous avons, c'est que 50%, en France en tout cas, des données ne sont toujours pas dans des clouds publics. Ça veut dire que la bonne nouvelle, si on regarde la bouteille à moitié pleine, c'est que 50% des données sont déjà dans des clouds publics, mais 50% n'y sont pas, et la question est de savoir pourquoi. J'aimerais bien souligner le terme infonuagique de confiance, données de confiance. La définition même repose sur la donnée. C'est là l'enjeu. C'est ça ce que je voulais chercher dans votre définition. Alors,
je vais y aller, je vais y arriver. Désolé, c'est un peu long, mais j'ai voulu planter le décor. Oui. Quand est-ce qu'on peut avoir confiance dans une solution? Est-ce que les data centers, déjà, sont dans des zones de confiance? Est-ce qu'ils sont dans le pays, par exemple? Un certain nombre de règlements obligent à avoir les données stockées dans le pays où ils sont produites. Est-ce que, d'abord, on a un data center dans le pays? Est-ce qu'ensuite, ce data center, il est sous une juridiction nationale ou étrangère? En clair, est-ce que le data center, alors je ne vais pas utiliser l'exemple de Google, je vais prendre Microsoft, histoire de faire diversion. Si le data center de Microsoft qui est implanté à Marseille, il est sous juridiction américaine, puisqu'il est la propriété de Microsoft. Donc, on a évidemment le problème des lois extraterritoriales, les Cloud Act, Patriot Act, j'en passe et les meilleurs. Et là, clairement, pour ceux qui ont des enjeux de souveraineté, de sécurité forte de leurs données, ça ne peut pas convenir. Ensuite, on a la problématique de la sous-traitance. C'est-à-dire que quand vous achetez un contrat cloud, en fait, vous signez un contrat de multiples sous-traitances. Et est-ce que vous avez la maîtrise et donc la confiance de la chaîne de sous-traitance que vous propose votre hébergeur? Donc il y a comme ça un certain nombre je dirais, de définitions. Alors, on a 10 points. Je ne vais pas vous faire la litanie de ces définitions, mais c'est bien pour bien planter le décor. Problématique de où sont les données, par qui elles sont gérées, quelle est la nationalité de l'hébergeur, sous quel contrat finalement vous allez signer votre hébergement, quelles lois s'appliquent, est-ce que seulement les lois nationales, etc. Si je prends l'exemple on a comment dirais-je, un projet qui s'appelle Sense, qui est un projet entre Google et Thales. Et l'idée, c'est que Google amène sa solution, que Thales, donc franco-français, héberge cette solution, soit gérée par des administrateurs de nationalité, en tout cas sous contrat français, et que l'ensemble juridique soit sous contrat français. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que Google, il n'y a plus le problème des lois extraterritoriales, il n'y a plus le problème de la localisation des données, il n'y a plus le problème de la nationalité des administrateurs, etc. Et là, on a une solution de confiance. Donc, ça veut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'exclut pas dans les solutions de confiance les solutions américaines, mais il faut qu'elles soient opérées dans des environnements de confiance. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette clarté. J'espère que ça a aidé notre audience à distinguer toutes les affinités qu'on doit regarder quand on parle de souveraineté dans le domaine numérique et de la donnée et des services infonuagiques. Alors, le monde des TI, le monde qui était vraiment caché, maintenant et en avant-première, c'est la sécurité qui leur donne le plateau au même niveau des avocats, des décideurs. C'est intéressant comme perspective, surtout quand on a un exemple comme celui de Thales que vous venez de décrire. Peut-être, Neeraj, you can elaborate a little bit on the different types of sovereignty. Now that Alain defined the scope and what are the elements that impact it and what needs to be taken in consideration. So what are the different types that you see? As Alain mentioned, definitely when we look at the technical term of the word data sovereignty, obviously we're talking about jurisdictions, we're talking about geolocation of the data. Being in healthcare, one of the things that I think a lot about is self-sovereignty of your health data, for instance. If you have somebody with medical records, how are those medical records going to be transferred if you were traveling, for instance, or if you were to be in a different jurisdiction where you need access to those healthcare records? How do you make sure that citizens have that level of self-sovereignty of that data, which is their personal data, and obviously being healthcare data, it has to be protected. There has to be a certain level of trust. But how do you make sure that something like that is also portable and it's actually in the hands of the
the individuals, because they might go see a different doctor, they might go see a different physician. I had my own personal experience. I used to live in the U.S., then I moved to Canada. I was not able to transfer any of my data across because they were all locked up in the systems that were in the U.S. I actually, when I used to work for Sanofi, I ended up going to France for a couple of years. My doctor actually had to print all my health records in a binder this big, and they gave it to me because that was the only way they would give me my own medical records. In a secure way. In a secure way. And now, even now when I'm in, I live in Toronto, I'm in Ontario, so when I ask my doctor for my medical records, even when they print it, there's a liability issue with them giving it to me because they're, the clinic's name is on it, so they want to make sure there's enough disclaimers on it saying that you are now taking custody of this information and we have printed it for you. If you lose it, we are not liable. Yeah. So it does create some complicated questions around both, ease for the customer, but also the security of the data. The responsibility on the provider. Exactly. Gladly, there are laws that are being reviewed, updated, and here in Quebec, in other panels, we're discussing Law 25, Law 5, that have all these principles of protecting the data. In our panel here, we look at the sovereignty concept and the cloud services. I appreciate the example you gave on a personal level. It's always good to have a personal touch. Probably if Vinod can give us, you work at the OCISO, at the office of the CISO, and I looked into this. It seems at Google you have by industry, you have a dedicated CISO, and you have resources at the OCISO office where you, as CISO, have meetings with CIOs, CTOs, executive directors, all the strata of the C-suite. They are available to you and you discuss with them. So based on what you gained in knowledge and analysis of all the different types you met, whether vertically in the industry that you represent, which is manufacturing, or with your colleagues at the OCISO, can you give us a sneak peek into what is the definition with Google, at Google, how you look at this concept, at this, I don't want to call it an issue, but what is at stake with sovereignty and cloud? Okay, thank you. Bonjour. I don't speak that much French, but I'll try. So thanks for having all of us here. So when we think about Google Cloud and our conversations with the customers, primarily they focus around, I think, three things, right? One is the data sovereignty, because digital sovereignty means different things for different people. Like if I ask different leaders, and even when I interact with different customers, it all means different. But very broadly, data sovereignty is one of them, basically making sure that your data within the cloud provider perspective is within the boundaries and who has access to the data. And the encryption that you manage, what are the responsibilities for the customer, making sure that it is within that jurisdiction and the access control. As well as even for Google Cloud employees, for whatever support reasons, if you need to access the data, how do we make sure that it satisfies those regulatory requirements? So that is one around the data side of the things. The other thing is, the second thing I would say is, operational sovereignty, to making sure that customers within these regions have visibility into a cloud provider. How are they managing these operations? How they're processing the data? Where, how are the services are being produced? What controls do you have? So more around the operations of the cloud services itself. And the third bucket, I would say, is the software sovereignty. I mean, one of the major issue that has been prevailing is around, I wouldn't say issue, but one of the challenges was the vendor lock-in, right? You don't want to get into, once you sign a contract with a cloud provider,
maybe you don't want to, maybe you want the independence of choosing your own software, right? So how do you make sure that you can, have a control over software, so the software sovereignty? So those are kind of the things that we think about. But primarily, I think one of the, even if you look at all those three things, the laws are changing across the world. And I think as Alan kind of touched upon, the states want to have controls in terms of where the data is. You asked me about manufacturing type of thing. I'll probably give one example where customers are now under more pressure to keep the industrial data within those jurisdictions. So they don't want that data to leave their boundaries as well. So those are kind of the things that I hear a lot. Hey, we need to make the data. We need to maintain the sovereignty. But among all those three things, data residency or the data sovereignty is the number one topic that I hear all the time. But yeah, that's kind of we kind of look at it. Okay, thank you. Did you want to intervene? Yeah, no, I definitely, from an operational technology, which is industrial tech, definitely there is a strong desire to keep more of the data at the local level. But I think it also creates challenges in terms of not being able to do cross-analysis. Especially like when I was at Sanofi, we had multiple manufacturing sites across the world, but how do you actually compare? Because each of the sites, the data is stored locally, and it's not in one place in the cloud where you are able to do some of that cross-analysis. So in many ways, in that regard, it creates some challenges and issues in terms of truly being able to do innovative things because you're locking down, in terms of data residency. Yeah. Before moving to Alain, and I have an interesting point for Alain, what would you give me as a benefit of operational benefit for the cloud, so I can bring it back to Alain and see what he has to say on this. Yes. I mean, cloud brings a lot of benefits, right? The scalability and the resources that are available, the newer technologies. I think cost is one of them, right? You don't want to spin off resources when you have to kind of scale. When you have to scale your resources, how does it help sovereignty? Yeah, so I mean, I think to answer that question, I think we need to look at why all these organizations are looking at cloud, to kind of get the benefit of the newer technologies, the newer innovation, right? Yeah. As a company, I think a lot of companies are on-premise, right? But the cost associated with like changing that technology is an immense one, right? So at least when you're using cloud providers, you know exactly what you're going to get it. I mean, one of the things that I like to talk about is, especially one of the trend is when the cloud providers are competing with each other, what that leads is innovation, right? You are actually giving a lot of newer technologies to the customers, and that's why more and more customers want to leverage cloud. Yeah. The second aspect is the control, like the data itself, right? You have the resiliency aspect, the redundancy aspect of it, like where you can store in multiple regions. Even if you look at the example of the residency, like say pick one country, you can have your data backed up in multiple regions or multiple zones, which is kind of easy without investing a lot around those. So I would say those are kind of the benefits why the customers want to leverage cloud. Parfait, yeah. Parfait, merci. Alors Alain, si on a toutes ces belles choses avec l'infonuagique, il y a un oui mais. Alors le oui mais, il y a plein de mais en fait. Alors je vais faire un petit trait d'humour, je ne sais pas si ça va être traduisible, mais j'ai l'habitude de dire que le cloud, c'est comme le mariage. Le mariage, on doit résoudre à deux des problèmes qu'on n'avait pas quand on était célibataire. Le cloud, on doit résoudre plein de problèmes qu'on n'avait pas quand on était on-premise. Donc effectivement, ça amène beaucoup de
de bénéfices. Hein. Je ne vais pas contredire Vinod. Je vais juste vous montrer un slide qui vient de notre baromètre annuel de la cybersécurité que nous produisons en interrogeant nos membres. Hein. On a cette année près de 500 répondants qui ont participé à cette étude. Et on a demandé, parmi les 50 questions que nous posons dans ce panel, on leur a demandé quels étaient les risques à traiter pour eux lorsque leurs données étaient dans des clouds. Alors, je ne vais pas vous les lister tous, mais vous les avez sous les yeux. La non-maîtrise, alors je pensais avoir un retour avec mon PC, mais je vois rien. Donc je vais me retourner. La non-maîtrise de la chaîne de sous-traitance, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est quand même un sujet important. La difficulté de contrôler les accès. Qui administre mes données? Quand ils sont on-premise, en général, je connais l'administrateur. Là, je ne sais pas où il est au travers le monde. L'inventaire des ressources. L'ANSSI en France nous dit connaissez vos assets pour pouvoir mieux les protéger. Il est quasiment impossible de savoir quels sont ces assets quand on est dans des clouds publics. La problématique du stockage des données, hein, elles peuvent être stockées en France, les données, mais encore une fois, être sous juridiction américaine. Je vais essayer comme ça. On peut avoir évidemment le problème du stockage des données qui sont hors territoire français. Donc là, complètement hors juridiction. Les problématiques de cloisonnement, on a déjà vu des incidents où des données étaient accédées malencontreusement dans des clouds publics par des clients parce que le cloisonnement n'avait pas été correctement fait. Essayez, alors je ne sais pas chez Google, mais essayez de demander à Microsoft de faire un audit de ses infrastructures pour vérifier que tout va bien. Personne n'autorisera chez Microsoft que vous fassiez un audit, alors que quand vous êtes RSSI, vous êtes en droit de connaître effectivement l'état de la sécurité de vos infrastructures. On-premise, il n'y a pas de problème. Sur le cloud, c'est impossible. Bref, je pourrais passer le reste du débat à vous décrire. Le 8 mai est vraiment... À vous décrire tout ça. Je vous invite, si vous êtes intéressé par notre sondage, à aller sur le site du Césin, www.césin.fr. Vous avez une cinquantaine de planches comme celle-là sur tous les sujets que nous traitons dans ce baromètre. Mais tout ça pour dire que effectivement, cette question du cloud est intimement liée. Alors, on a notre débat sur la souveraineté, mais c'est un débat aussi lié de manière plus large à la gestion du risque. Il faut savoir quel risque on accepte, quel risque on n'accepte pas. Encore une fois, si 50% des data en France ne sont pas dans des clouds, c'est parce que les clients n'ont pas accepté le risque. Et il y a un point que je voulais ajouter, parce qu'on est en plein débat au niveau de la Commission européenne sur ce qu'on appelle le schéma de certification, se mettre d'accord en gros dans les 27 pays sur ce que c'est qu'un cloud sécurisé, donc le fameux SecNum Cloud en France. Le SecNum Cloud en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une clause dans le SecNum Cloud, le SecNum Cloud++, qui justement demande à ce que la solution soit étanche aux lois extraterritoriales. Du coup, ça exclut évidemment les solutions américaines, mais pas que, les chinoises, etc. Et il y a un gros débat, effectivement, en Europe pour savoir si on prend ce critère le plus élevé dans la définition, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va utiliser du SecNum Cloud++, mais qu'au moins, on ait le choix. Et ça, c'est le problème aussi, et j'en parlais avec mon collègue tout à l'heure, c'est que la question qui se pose dans beaucoup de pays, c'est une question de choix. On a encore la chance en Europe d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'on peut aller chez Google, on peut aller chez Microsoft, on peut aller chez Amazon, on peut aller chez plein de gens, on peut aller chez les Chinois aussi. Quand on fait du business en Chine, on est obligé de stocker ces données en Chine. Par contre, on a aussi des solutions européennes, OVH, Outscale, etc., qui offrent ces critères de sécurité plus et qui vont peut-être absorber les 50% des données qui ne sont toujours pas dans les clouds. Alors, je retiens que sécurité et confiance, ce n'est plus une question d'affaires, c'est une question de risque et de politique, si je peux me permettre.
Il y a plusieurs dimensions à cette décision-là. Mais au fond, à la base de toute cette montagne-là, il y a les meilleures pratiques TI du bon vieux temps, le stockage, les accès, la gestion des accès, l'inventaire. Alors tout ça, c'est le b.a.-ba de notre gestion de services TI, qui soit dans le cloud ou on-premise. Alors ça va à partir de là et on remonte jusqu'aux décisions politiques. Très intéressant comme souveraineté, amis ou faux amis. Alors, on a entendu le 8 mai avec toi, avec des données probantes, des statistiques probantes. I would like to now move to Niraj. What are the challenges? In your sector, you spoke a little bit about healthcare challenges. Based on what you see on your dashboard, on the dashboard of your other colleagues, CISOs in the health sector, what can you share with us insights on cloud and challenges to go on it or success stories? Yeah. I mean, and again, I think in the healthcare sector and in like hospitals in particular, there's a bit of an interesting and unique challenge in that, in some ways they are like industrial sites that, they like keeping most of their data on premise, not so much on the cloud. I mean, I give you the example of, for instance, SickKids, the hospital in Toronto, and CHEO in Ottawa. When it comes to electronic health records, we actually have created a joint environment with Epic so that we can actually transfer patients and transfer patient records between the two hospitals seamlessly. But again, that is a one-off situation. And even in this case, when you're talking about, not all clinical data, not all medical data is captured in the electronic health records, right? It is captured in other devices, other machines that are often kept locally. So in many ways, I would say that has been one of the challenges in healthcare is, definitely we want to take a risk-based approach, but risk aversion has also somewhat stifled innovation in the sector. And I think this is where, taking a balanced approach to cloud so that we are taking into account all the sovereignty, security aspects, but also using the cloud to really drive innovation forward is absolutely important and key. Okay, it's a good leverage then to move forward. Thank you. I have a question that is a bit related, not really. Having been in the health sector a couple of years ago, I see like huge machines, like Mammoth, that date since ages ago. And these machines are a must in healthcare. However, being in the manufacturing and Niraj being in the health sector, how do you see the challenge that these big manufacturing companies are managing, going to the cloud, managing secure transfer of data? These machines do transfer, like, you know which machines I'm talking about. All the, not to mention General Electric and all these huge mammoth. So can you give us some insights before we wrap up our conversation? Yeah, absolutely. So I think with respect to the manufacturing customers, I think the biggest concern that I hear is how do these customers maintain control over data as well as the vendor lock-in, right? It is the major vendor lock issue in healthcare. Yeah, absolutely, because these systems you can't replace them every other year, right? So there are the ability to use these systems and how they connect or send their data to the cloud, the interoperability issue, right? So that is number one. Data, I think I mentioned earlier, because of the Industry 4.0 revolution that we talk about. I mean, these days people are talking about Industry 5.0 where humans and robots kind of collaborate. These machines are meant to be like the smart products, right? Like they generate data and this data is being used for predictive maintenance. These data are being used for product quality and among other things. So when you think about all this data, all these companies want to maintain control over data, especially when they send it to the cloud. So there may not be
enough regulations today? Like, hey, So it's an attitude problem, Yeah. not a technical or anything. It's just an attitude. They've been always comfortable with their data while it's not theirs. I think there are more than attitude. I think one is the attitude, I think the Okay. cultural aspect. The second one is around all the changing regulations in these countries. I think Neeraj kind of touched upon a point where you can have data sovereignty or digital sovereignty for a particular country, but it also poses challenges to large customers when they have to share the data within their company, other countries of their operations. How do you make sure that the benefits are being passed on, right? Yeah. So I think those are some of the challenges. Vendor lock-in is definitely the other one. Yeah. After you So, finish. yeah. So I think if I have to kind of broadly look at, these are kind of the challenges. Yeah. And in manufacturing, the other biggest problem is the legacy systems. Yeah. Even though you have systems, the IT systems under the manufacturing floor, they're typically 10 years old, decade old, 2 decades old. You can't want to change it that often because people are concerned about the interruption to operations and the product. So we go back to the risk factor. Yeah. So Yeah. you need to manage the risk, Yeah. the laws. Yeah. And I think there's also the technical challenge. I used to manage industrial IT at Sanofi, and one of the biggest challenges with industrial systems is that to actually do any upgrades, to even connect them to the cloud or even to upgrade them, you have to stop manufacturing. So when you're talking about a factory that runs continuous manufacturing, any stoppage time is loss, right? So you're So not it's running risk management. Yeah, it's risk management. There's a big revenue and business implication to it as well, because if you're running the lines and then to do any IT upgrade, you have to stop the line. Yeah. In many cases, these are biosafety zones, so you have to decontaminate them before you can start the line back up again. So again, the upgrade part of it is not as simple as doing office infrastructure. Perfect, thank you. Alors, ce que je peux résumer de ce que j'ai entendu, c'est des amis, mais c'est des ennemis aussi. La question, c'est si c'est des amis, alors on respecte la conformité, on assure la conformité, il y a une efficience opérationnelle et ça aide à l'innovation. Mais ça peut être des ennemis quand on a des conflits de juridiction, quand les lois internationales, la réciprocité n'est pas travaillée. Ça fait des ennemis. Et puis la dépendance, le provider lock, ça aussi, ça crée de l'animosité entre souveraineté et info nuagique. Et en fin de compte, les risques de sécurité, les risques de vie aussi, surtout dans le domaine de la santé, ou bien de la production de ressources énergétiques essentielles et tout. Alors, c'est un débat, je crois, qui va continuer. On va rester à l'affût de ce que les gouvernements vont sortir comme réglementation, comme loi, et puis comment l'industrie, comment les CISO vont s'adapter, et puis travailler de proche avec les TI pour assurer la base, qu'elle soit robuste et résiliente. Et puis l'autre partie qui est au-delà de nos compétences en tant qu'experts de cybersécurité, je cite les administrations publiques. Alors, ils ont leur part à jouer. Je vous remercie pour vos interventions sur ce panel. Et puis, je vais ouvrir le plancher pour les questions. OK. Oui, go ahead. Hi, my name is Bassam Zarkout. I'm a consultant in the digital transformation space, but I'm also a member of the Digital Twin Consortium and the Industry IoT Consortium. We discuss these subjects extensively in these consortiums, and I did not hear from the conversation, and I'm sorry I came in the middle of the panel, but I did not hear, we say all the time in the consortium that
IoT is more than IT for things. And there are many things in the discipline of IT that cannot be applied directly and blindly to the IoT space. When you have things that are connected and you have safety considerations that will override, frankly, the security considerations in some cases. So that's one point that I want to make. The second point, and I may not have a direct question, but another point is that the life cycle of the data will most likely be longer than the life cycle of the systems that created the data. So how do you manage security when the data must be persisted for 20, 30 years because it's related to a physical system that is in operation for 20, 30 years? So if I may, 1 second. Yeah. Data life cycle, we have the laws, and companies are bound to apply the law. This is, for me, it's clear now. What happens on the floor with the law and how it is applied, there is accountability, and there is a culture that needs to change, and we are in the midst of the storm. So we cannot judge right now where the wind is taking, but the law has been out there, at least in Quebec. It has been reviewed, revised, and in effect, it started 2022 and incremental with all the obligations and expectation out of the industry and the public sector to deliver on the protection of the data life cycle. Now, I can give the answer to Alain. En fait, je voulais peut-être pas directement répondre à la question de monsieur, mais il y a un point important qu'on a oublié par rapport à cette question de dépendance. La dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un problème de coût qui va s'appliquer. Regardez ce qui se passe avec Broadcom et VMware. VMware se fait racheter par Broadcom. Broadcom pratique la politique de Broadcom, c'est-à-dire que en fait, ils essorent la solution, mais ils essorent aussi les clients par des augmentations insupportables de prix. Ce qui est en train de se passer en Europe, c'est qu'il y a une déferlante anti-VMware et les gens sont en train de sortir de la solution. Et je pense que Broadcom va regretter probablement sa politique de tarifs. Ceci dit, quand on regarde aujourd'hui en matière de cybersécurité, la question de la donnée et la durée de vie de la donnée, moi je prends le problème à l'envers. Je dis, on a un problème RSE, développement durable, et aujourd'hui les cloud providers nous ont proposé pratiquement l'infini en termes de stockage. C'est-à-dire qu'on vous donne une boîte aux lettres. Avant, quand vous étiez on-premise avec votre boîte aux lettres qui n'arrêtait pas de se remplir et il fallait la vider pour pouvoir continuer à recevoir des mails. Maintenant, vous vous occupez plus de ça. C'est quasiment infini. N'empêche que tout ça, ça représente du stock, ça représente des données que vous payez le stockage de ces données-là et vous polluez la planète. Et donc, je pense que ces deux phénomènes RSE qui sont encore balbutiants dans le monde de la cyber, hein, parce que voilà, c'est quand même quand un DSI nous dit pour adresser le RSE, je vais changer mes PC tous les 6 ou 7 ans plutôt que de les changer tous les 3 ans, ça veut dire qu'en tant que responsable sécurité, vous allez passer votre vie à patcher des vieux nanars pendant des années. Donc la question du RSE pour la cyber est très compliquée, je dirais. Et on a la question d'enfermement et du coup, qui sont un peu liés quand même. Et je voudrais juste citer un exemple que j'aurais voulu citer tout à l'heure, c'est l'exemple des rachats successifs par Thomas Bravo. On aime bien dans la sécurité diversifier nos achats. Quand on veut protéger la messagerie, on achète du Proofpoint. Quand on veut faire de l'IAM, on achète du SailPoint. Quand on veut faire etc., etc. À chaque problème, sa solution. Sauf qu'aujourd'hui, toutes ces solutions-là ont été rachetées par Thomas Bravo. Qu'est-ce que Thomas Bravo va faire avec toutes ces solutions? Est-ce qu'on ne va pas aussi, par rapport aux questions d'enfermement et de dépendance, être totalement dépendant finalement d'un seul acteur qui s'appelle Thomas Bravo? Désolé monsieur, je n'ai peut-être pas répondu directement à votre question, mais je voulais repositionner ce problème qu'on n'avait pas évoqué. Merci.
There is the other part of the question, the first question regarding the IoT. And I think we answered it a little bit, mentioning that it is a risk-based approach. So I think you talked about it, and Vinod spoke about that when it's the manufacturing field, when we're talking about that side of the industry, there are constraints and priorities that are different from other industries. Did I get it right, Vinod? Yeah, you're absolutely right, and I know we didn't get into that too much, but yes, when it comes to IoT, there is more than just the risk of a data leak. There is a risk of a bad actor taking control of a physical machine and doing all sorts of things. So most definitely there is that fact, and which is why typically your industrial networks tend to be separate from your IT networks. You tend to have operational technology managed a little bit differently as well, compared to how your corporate IT is managed. So yeah, totally, I take your point. That we didn't touch on it enough, but yes, that's a massive area as well. We'll listen to Vinod, and then we go back. Very quickly, I think with any technology, right, there are two types of risk: perceived risk or the real risk, right? I think sometimes we get into the notion that, hey, this technology is better, or this is more risk. There are more risk with this technology. But sometimes when you look at it, even with the cloud and the on-premise, right? Even on-premise technologies are getting compromised. There are attacks in the industrial systems within those kind of things. So what I would like to say is that, with any of these things, I think you need to kind of do the real assessment about, is a perceived risk is a real risk or not, right? That's, one thing I want to touch upon. And then the IIoT, when it comes to cloud providers, right, I think there is another risk of, hey, there is a latency issue, and with respect to safety of the people, right? So I think those are being considered, and I think that's why you see a lot of adoption of IIoT systems using cloud. We are probably in the early part of their journey. I think it's completely slowly changing. Okay, thank you. Oui, il y a une question. Oui, bonjour, Frédéric Cordier, je travaille chez Desjardins, mais je vous posais une question qui n'a rien à voir avec mon domaine. Voilà, vous parlez de souveraineté et du projet de Thales avec Google, héberger finalement un centre de données et de le contrôler par Thales. Y a-t-il pas un petit peu une certaine forme d'hypocrisie et de comment dire, psychanalytiquement, on va dire, de folie, sachant que de toute façon tous les fournisseurs sont nord-américains, que ce soit matériel et logiciel, et qu'on sait que de toute façon les intérêts politiques et militaires, ça va pas très bien ensemble en fait. Donc est-ce qu'on a réellement le contrôle des infrastructures Google qu'on a chez Thales ou c'est une illusion? Alors, je ne suis pas commercial chez Thales. non, mais je suis intéressé par ce projet, en fait. Ce que je vous disais... J'aurais pu vous parler du projet bleu avec Microsoft et Cap et Orange, qui est à peu près du même acabit. En fait, il faut savoir ce qu'on cherche en termes de risque. Je pense que si... c'était une thématique hypocrite ou je sais pas quoi, on n'aurait pas investi, enfin Thales et Orange et compagnie, et Microsoft et Google par ailleurs n'auraient pas investi autant d'argent dans la solution. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche aujourd'hui à donner à tous les acteurs, clients potentiels de cloud, des solutions qui répondent à leurs besoins. 80% des utilisateurs de cloud aujourd'hui en France sont utilisateurs de cloud américains. La question, encore une fois, est une question de choix. Si vous voulez vous contenter, entre guillemets, d'un hébergement en mode IaaS qui réponde aux questions Secnum Cloud, parce que vous avez besoin d'une sécurité supérieure, parce que vous êtes la gendarmerie ou je ne sais pas quoi, eh bien vous allez chez OVH, vous allez chez Outscale et vous n'avez pas besoin de Sense et de Bleu, parce que vous allez vous contenter de ce que vous propose. Par contre, si vous voulez des services un peu plus élaborés, comme ceux que propose Google par ailleurs, ou comme ceux que propose Microsoft, pour lesquels il faut reconnaître qu'il n'y a pas véritablement de concurrents,
eh bien, à ce moment-là, vous allez chez Sans ou chez Bleu parce que vous allez avoir la petite croix sur la problématique juridique. Et là, on dépasse les sujets de sécurité. On est sur des sujets juridiques. Est-ce que, oui ou non, d'une manière autorisée, parce que il est là le problème. Depuis, enfin moi ça fait 40 ans que je fais de l'informatique, ça fait 40 ans que je travaille avec des outils américains, ça fait 40 ans que je ne me fais aucune illusion, effectivement, sur la sécurité in fine de mes données. N'empêche que si je veux avoir une garantie que par le droit, l'autorité étrangère, américaine en l'occurrence, n'aura pas accès à mes données sur une injonction juridique, alors je vais chez Bleu ou je vais chez Sans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la sécurité absolue. Évidemment, vous me direz toujours, il y a toujours un routeur Cisco qui va traîner dans le coin, il y a toujours un logiciel de sécurité américain qui va traîner. Bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une simple injonction juridique aujourd'hui, le pays étranger peut avoir accès à vos données. Et ça, c'est insupportable pour un certain nombre d'acteurs, d'où les solutions Bleu et Sans. Je sais pas si je vais demander des royalties à Microsoft et à Google. Merci Alain, merci pour les questions. Vous étiez engagés, ça c'est bien, le monde écoutait et puis le panel était très intéressant. Merci à tous et puis bon congrès.